Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un fameux coup de poker de Lionel White. La vie est mystérieuse. Parfois logique et saine, comme un champ de blé qui mûrit au soleil, et parfois imprévisible, comme une donne de poker. Le plus souvent imprévisible, si vous voulez mon avis. Tenez, prenons par exemple l'histoire de Gérald Dana, un type un peu ivre que j'ai rencontré un soir dans un bar. Comme c'est souvent le cas avec des inconnus sympathiques qu'on ne verra plus, on est tenté de raconter ses petits secrets, n'est-ce pas? Des petits secrets vrais ou faux. Je ne saurais jamais si ce que m'a raconté Dana cette nuit-là était vrai ou faux. Remarquez, personnellement, je serais tenté d'y croire. C'est tellement dingue que ça ne peut qu'être vrai. Un peu sur le thème du bonheur des uns qui fait le malheur des autres, vous voyez? Parce que son histoire commence sur une quinte floche au poker et un coup glandilleux qui foire. Tiens, je vous raconte. À raison d'un vendredi par semaine et d'une 50aine de vendredis par an, ça faisait à peu près 250 vendredis que Gérald Dana perdait au poker avec ses copains. Cela dit, pas des grosses sommes, hein. Aucun des 4 joueurs n'aurait pu se le permettre, vu qu'ils étaient jeunes et au bas de la grande échelle administrative d'une compagnie d'assurance. Des copains de boulot qui tapaient le carton le vendredi soir, quoi. Toujours est-il que ce soir-là, en tirant un 7 de trèfle d'une main nerveuse, Gérald réalise une quinte floche. C'est tellement énorme qu'il en est figé. Une attitude que les autres prennent pour de l'impassibilité. Savourant chaque centième de seconde, Gérald fait monter les enchères et ramasse le paquet. Oh, rien de colossal, $70. Mais comme c'est la dernière partie et qu'il y a 5 ans qu'il attend ça... Bref, c'est avec un sourire 70 carats qu'il monte dans sa décapotable 20 minutes plus tard pour rentrer dans la petite pension de famille où il habite. Voilà pour le vin et les roses. Côté Moïse, ça se présente sous la forme du sergent Clarence Dillon et de Don Hardy, un jeune flic qui en est à ses premières patrouilles en voiture. Sans Hardy, le sergent Dillon n'aurait rien vu. En effet, tout plongé qu'il est dans ses pensées, il n'a pas remarqué qu'un nuage monte du tuyau d'échappement d'une voiture garée tout feu éteint, et comme par hasard, devant une bijouterie. « Hé, sergent, vous avez vu cette voiture devant chez Goldman Frost? Les phares sont éteints, mais son moteur tourne. »« Arrête, on va jeter un coup d'œil, » dit le sergent. Alors qu'ils garent leur voiture de patrouille une dizaine de mètres en avant, des silhouettes pour le moins suspectes sortent de chez le bijoutier. « Police, personne ne bouge !» crie le sergent Dillon en sortant et en se mettant en position de tir. Personne n'a bougé, du moins aucun pied. C'est un index qui n'a pas obéi en appuyant comme un malade sur la détente d'un pistolet mitrailleur. Total, adieu le sergent Dillon, père de 3 enfants, mort en service commandé. Hardy, pour un jeune flic et pour la première fois au feu, ne manque pas de sang-froid. Il plonge sur le trottoir et descend les gangsters, l'un après l'autre, comme à l'exercice. Là où il commet une erreur, Hardy, c'est qu'il se relève trop vite, trop tôt. L'enthousiasme du débutant, quoi, et ça lui coûte cher, car il n'a pas prévu le 4e larron, un certain Vince Dunn, 19 ans, le dernier à quitter la bijouterie, en liberté provisoire qu'il est, Vince Dunn. Il n'a rien à perdre. Alors il vide son chargeur et, par le plus grand des hasards, fait mouche à 2 reprises. Hardy, qui est un bon tireur, a le temps de le toucher à la poitrine avant de s'écrouler. Un voile noir trouble la vue de Vince Dunn. Il s'appuie contre la vitrine en serrant très fort un sac en nylon. Un sac qui vaut $1 demi-million en bijoux. C'est à ce moment qu'il entend tourner le moteur d'une autre voiture. Il ouvre les yeux et croise le regard d'un type qui le fixe, bouche ouverte, au volant d'une Chevrolet décapotable.
Comme vous l'avez deviné, le type en question, c'est Gérald Dana. Gérald Dana qui commence à réagir que quand le voyou plein de sang monte dans sa voiture et lui braque son feu dans les côtes. « Avance !» gargouille le jeune gangster avant de mourir quelques instants plus tard. Dana, qui n'a gagné qu'une seule fois au poker en 5 ans, n'en comprend pas moins la situation. Il se gare dans un endroit désert et ouvre le sac en nylon. Un coup d'œil lui suffit pour estimer le montant du butin. Son cerveau va à toute vitesse. Un truc comme ça, une nuit de canne flush, c'est un signe, non? Il faut saisir sa chance, n'est-ce pas? Il enlève le corps et le traîne derrière une rangée de poubelles, démarre et rentre chez lui en respectant le code de la route, comme jamais. C'est pas le moment de se faire pincer. L'ennui, c'est qu'il ignore que l'agent Hardy a eu le temps de reconnaître la marque de sa voiture et de lire le dernier numéro de sa plaque minéralogique avant de s'évanouir. Le lendemain matin, samedi, à 8h30, Dana sort de chez lui, un attaché-caisse sous le bras, et file à la gare centrale de New York. Il se rend à la consigne afin d'y déposer la mallette contenant les bijoux et le calibre 38 de feu Vince Dunn. Il glisse le ticket d'enregistrement dans une enveloppe à son adresse, la timbre et la poste. Après quoi, il rentre chez lui, attendre la suite des événements. Il est 5 heures du soir quand la suite des événements se produit sous la forme d'un coup de sonnette. 2 types, un grand, maigre, et un petit gros. « Monsieur Dana, je suis le lieutenant de police Hooper, et voici le sergent Van Norden. Pouvons-nous entrer ?»« Mais bien sûr, lieutenant. » Une fois installé, le lieutenant sort un calepin. « Monsieur Dana, possédez-vous une Chevrolet décapotable ?»« Oui, lieutenant. »« Pourriez-vous nous dire où vous étiez et ce que vous faisiez hier soir ?» Sans se démonter, le plus naturellement du monde, Dana raconte sa soirée, en détail. Il parle de sa partie de poker, il donne le nom des autres joueurs et l'heure à laquelle il est rentré, en omettant bien entendu l'épisode de la fusillade devant la bijouterie. « Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil à votre voiture, monsieur Dana ?» Un rien mal à l'aise, Gérald les conduit au garage. Les 2 flics passent une bonne demi-heure à inspecter la Chevrolet, mais comme Gérald avait passé 2 bonnes heures à effacer et nettoyer toute trace, les 2 policiers ne trouvent rien. S'il vous plaît, lieutenant, est-ce que je pourrais connaître la raison de tout ceci? Mais bien sûr, monsieur Dana. Voyez-vous, cette nuit, il y a eu une fusillade qui a coûté la vie à un policier. Nous avons tout lieu de penser qu'un des suspects s'est enfui à bord d'une Chevrolet immatriculée à New York, et dont le dernier chiffre est le numéro 3. Alors nous vérifions tous les véhicules qui y correspondent. Excusez-nous pour le dérangement, monsieur Dana. Il n'y a pas de mal, lieutenant, il n'y a pas de mal. Au revoir. Une fois seul, Gérald prend une paire de ciseaux et découpe dans le journal l'article relatant la fusillade. Dans cet article, il est notamment question d'une certaine Hélène Dunn, sœur d'un présumé suspect. Hélène Dunn tient le vestiaire du Midnight Club, situé dans Amsterdam Boulevard. Gérald ignore encore que Hélène est la sœur de Vince, le jeune type qui est mort dans sa voiture. Au fait, que lui veut-il à Hélène? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Elle est très jolie, bien qu'un peu vulgaire. Une chance, elle tient le vestiaire, les conditions idéales pour lui transmettre discrètement un message. Le côté romanesque de Dana l'incline à procéder à la Arsène Lupin, ce héros français. Aussi glisse-t-il dans son chapeau un message fixant rendez-vous à la belle dans un drugstore après la fermeture du nightclub. Ce qui m'étonne le plus,
fait remarquer Hélène à Gérald vers 3 heures du matin, c'est que vous n'avez pas l'air d'un voyou, ni d'un voleur, ni d'un escroc. Or, vous prétendez détenir les bijoux. Vous connaissiez mon frère? Non, je crois pas, Hélène. Vous pouvez me le décrire? La description qu'Hélène fait de son frère correspond tout à fait à celle du jeune bandit mort dans sa voiture. Gérald ne fait aucune remarque. Il se contente de hocher la tête. Ah non, je connais pas. J'ignore tout de leur bande et de leurs receleurs. À propos de receleurs, je me suis dit que vous pourriez peut-être me renseigner, Hélène. Non, monsieur. Tout cela me rend malade. Ce monde de gangsters. Vince n'était pas un saint, mais je sais que s'il l'avait laissé tranquille, il serait encore en vie. Monsieur, vous avez les diamants, eh bien, gardez-les. Vous n'êtes peut-être pas aussi mauvais que Ned Slaughter lui-même, mais aussi mauvais que qui, Hélène? Slaughter. Oh, ça suffit, monsieur. Je crois que j'en ai assez dit. Au revoir. Elle se leva et partit précipitamment. Ned Slaughter. Tiens. À peine Gérald Dana est-il rentré chez lui que quelqu'un se pend à sa sonnette. À 4 heures du matin, tiens. Il s'approche de la porte silencieusement. Je sais que vous êtes là, Dana. Ouvrez. Le lieutenant de police Hooper manquait plus que lui. Oh, lieutenant, quelle surprise. Entrez donc. Ça va comme ça, hein, Dana? Vous vous êtes assez moqué de nous. Qu'est-ce que vous fichiez il y a 1 heure avec la sœur de Vince Dunn? Gérald pâlit. Ainsi, les flics avaient la fille à l'œil. Il aurait dû s'en douter. Prenez la peine de vous asseoir, lieutenant. Je vais vous expliquer. C'est exact, lieutenant. Je viens de passer un moment avec Hélène Dunn. Quand j'ai appris le vol des bijoux par les journaux, j'ai fait le rapprochement avec votre dernière visite. Vous voyez, je me suis senti indirectement mêlé à l'affaire. En voyant le nom de cette jeune fille, j'ai voulu la connaître. Voyez-vous, sa photo m'a fait une très forte impression. Je l'ai trouvée très jolie. Et comme je suis célibataire, c'est aussi simple que ça, lieutenant. Sur ces entrefaites, Van Norden, le coéquipier du lieutenant, les rejoint et les 2 flics entament un petit interrogatoire des familles qui dure jusqu'à l'aube. Mais en vain. Gérald Dana a tenu bon. Quelques heures plus tard, il se rend à son travail, curieusement plus exalté que fatigué. Il a en poche le ticket de consigne qu'il s'est envoyé lui-même et qu'il a reçu ce matin au courrier. Sans les voir, il sait qu'une foule de flics le tient discrètement mais fermement à l'œil. Une fois à son bureau, Gérald met exactement 17 minutes à trouver le numéro de téléphone d'un certain Ned Slaughter, domicilié à Central Park West. Il l'appelle au téléphone sans plus attendre. Comme il s'en doute, il ne tombe pas sur Ned Slaughter lui-même, mais le message qu'il transmet ne tarde pas à faire son petit effet. En substance, l'homme ayant trouvé ce que M. Slaughter a perdu vendredi soir est au téléphone et désire lui parler. Allô? Qui est à l'appareil? Qu'importe, M. Slaughter, qu'importe. Soyez dans le hall du Waldorf à 1 heure exactement. Demandez M. Courtland, William Courtland, et surtout, venez seul, M. Slaughter. Et Gérald raccroche, alors que Slaughter bredouille Dieu sait quoi. Tant que les flics croiront Dana dans l'immeuble qui abrite son bureau, ça baignera. Cet immeuble a un parking souterrain commun avec l'immeuble voisin. Aussi, Gérald sort-il sans problème par l'arrière de l'immeuble voisin. Une demi-heure plus tard, il est dans le hall du Waldorf. 3/4 d'heure plus tard, dans le bar, en face de Ned Slaughter. Slaughter, un type d'âge mûr qui pourrait passer facilement pour un banquier de province. Tout ce que je vous propose, M. Slaughter, c'est de me laisser la part que vous auriez donnée aux autres s'ils avaient réussi. Je pense que c'est régulier, n'est-ce pas? Slaughter le regarde d'un air bizarre. 50 000 $, jeune homme? Pardon, M. Slaughter? Ben, bien entendu, 50 000 $. Pas $1 de plus. Les pierres sont activement recherchées. Il faudra les garder pendant des mois et des mois, ou même peut-être pendant des années.
$50 000 est un bon prix, c'est à prendre ou à laisser. D'accord, monsieur Slaughter, d'accord, je prends. Bien, je vais louer une chambre dans un hôtel du centre. Je vous appellerai ce soir vers 6 heures pour vous indiquer les coordonnées de l'hôtel. Vous viendrez seul et avec mon argent. En petite coupure, s'il vous plaît. Sans un mot, Slaughter acquiesce, se lève et sort. Dana file aussitôt dans une cabine téléphonique et réserve à l'hôtel Métropole 2 chambres avec salle de bain contiguë. Après quoi, il va reprendre à la consigne de la gare centrale le sac contenant les bijoux et le revolver de Vince Dunn. À l'hôtel Métropole, une rapide inspection des chambres lui permet de se rendre compte de la bonne disposition des lieux. Ensuite, il s'attable, rédige 2 lettres et descend les poster en recommandé à un bureau de poste voisin. Puis, il remonte. La chambre qu'il a louée à son nom a le numéro 1408. L'autre, qu'il a louée au nom de Slaughter, 1410. À 6h15, Dana sort par la chambre de Slaughter, en prenant bien soin de laisser le pen hors de la gâche, de façon que la porte reste ouverte. En bas, il laisse sa clé à l'employé en disant qu'il sera de retour vers 7h. Sur ce, il va dans une cabine téléphonique et compose un numéro. Si vous voulez savoir où se trouve Gérald Dana, il loge au Métropole. Et il raccroche en souriant. Puis, il compose un autre numéro, celui de Slaughter. Monsieur Slaughter, venez au Métropole à 7h15, chambre 1410. Elle vous est réservée. De retour à l'hôtel Métropole, Dana laisse sa clé à la réception et remonte dans la chambre de Slaughter, dont la porte n'est pas fermée. Il dépose les bijoux dans un tiroir de la commode et glisse le revolver de Vince Dunn dans un fauteuil face à la porte de la salle de bain commune. Quelques instants plus tard, il entend quelqu'un pénétrer dans la chambre voisine, la 1408, celle qu'il a louée à son nom. Des pas arpentent brièvement la salle de bain dont il a fermé la porte à clé. À 7h15, Ned Slaughter entre dans la chambre 1410. Il n'a plus l'air du tout d'un bon banquier de province. Il fixe Gérald Dana d'un mauvais œil. « Et alors, c'est Pierre ?» Dans le tiroir de la commode, monsieur Slaughter. Le deuxième, en partant du bas. En 2 enjambées, Slaughter traverse la pièce, ouvre le tiroir et sort le sac contenant les diamants. Fasciné, il contemple le contenu quand Dana sort le revolver et appuie 2 fois sur la détente. Les balles s'enfoncent avec fracas au-dessus de la porte de la salle de bain. « Ben vous êtes fou !» gueule Slaughter, enfonçant sur lui et lui arrachant le revolver des mains. Gérald se jette par terre au moment où le lieutenant Hooper et Van Norden défoncent la porte et tirent. Slaughter prend une balle entre les 2 yeux. Excite le gangster. Ah, je suis très heureux que vous ayez pris mon coup de téléphone au sérieux, lieutenant. Je devenais nerveux. Ah, monsieur Dana. Et si vous me racontiez tout, maintenant? Gérald sourit. Il n'y a rien à ajouter à ce que je vous ai écrit dans la lettre que vous recevrez demain, lieutenant. À savoir que le butin du cambriolage de la bijouterie Gordon Frost se trouverait ici. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, monsieur Dana? Réclamer la récompense que l'assurance offre pour ces pierres précieuses, lieutenant. Vous êtes plutôt gonflé, monsieur Dana. Écoutez, lieutenant, quand vous examinerez le revolver que Slaughter tenait en main, vous découvrirez sans peine que c'est celui qui a tué le sergent Dillon. Vous avez les diamants. D'autre part, vous avez abattu Slaughter, gangster notoire, en combat singulier, ce qui n'est jamais mauvais pour la publicité de la police, n'est-ce pas, lieutenant? Oui. Vous n'avez peut-être pas tort, monsieur Dana. Je vous dépose quelque part, monsieur Dana? Oh, avec plaisir, lieutenant. C'est mademoiselle Dunn. Gérald Dana a vraiment tout pour être heureux. Enfin. 2 quintes floches en 1 semaine. C'est rare et précieux, non? D'autant que le deuxième coup de poker, en l'occurrence la récompense, lui rapportera $100 000, c'est-à-dire le double
de ce que lui proposait ce bandit de Ned Slaughter. Mon Dieu, pour une fois que l'honnêteté paie, autant en profiter, n'est-ce pas? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, un fameux coup de poker de Lionel White.